Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire présenté par OETH en partenariat avec Quorum. On va débuter dans quelques instants. Si vous avez des questions techniques, c'est le moment de les poser avant que ça démarre. On attend 2-3 minutes et on va débuter. Alors je vois que beaucoup écrivent bonjour et on voit des noms connus, donc ça fait plaisir de retrouver déjà certains d'entre vous qu'on connaît déjà. Je profite de ce petit moment d'attente pour vous dire que le webinaire, évidemment, sera disponible en replay un peu plus tard. Et toutes les questions que vous allez poser, on n'aura peut-être pas l'opportunité d'y répondre là en 45 minutes, mais vous obtiendrez vos réponses un peu plus tard. On s'engage à vous répondre eh bien, dans quelques jours ou dans quelques semaines si vraiment il y en a énormément. Alors pour introduire ce webinaire, je vais laisser la parole à mon directeur, Pierre-Marie Lasblé, et je vous retrouve tout de suite après. Merci Marie-Laure, bonjour à tous. Je vous souhaite d'abord la bienvenue dans ce deuxième webinaire de OETH qui est consacré, comme vous savez, aux restrictions médicales. Et c'est une sorte de petit miracle finalement qu'on soit ensemble cet après-midi. D'abord parce qu'il a bien failli n'avoir jamais lieu ce webinaire. Il y a d'abord eu la grève des transports, ensuite on a eu le confinement. Et puis jusqu'à hier où on a été victime d'une cyberattaque qui fait on a été contraint de nous replier dans nos univers domestiques respectifs, ce qui nous complique un peu les choses, mais nous sommes là avec une motivation absolument indéfectible sur la thématique du jour. Et c'est évidemment avec un très très grand plaisir qu'on vous retrouve aujourd'hui, après des semaines quand même très très particulières où évidemment la distance entre OETH et ses adhérents se fait sentir, et c'est donc avec vraiment un très très vif plaisir qu'on se retrouve dans cette configuration à distance du webinaire, mais qui est évidemment une modalité qui nous va bien, qui nous va bien particulièrement dans la période, mais qui nous va bien aussi durablement. Et je tiens pour cela à remercier vivement notre partenaire, la mutuelle Quorum, qui nous laisse la possibilité d'organiser ce webinaire, qui nous permet même de l'organiser dans ces modalités quand même très très particulières, puisqu'on est chacun chez soi, encore pour le moment, et surtout qui nous donne la possibilité de programmer en partenariat avec Quorum 6 webinaires jusqu'à la fin de l'année. Il nous semble que c'est une modalité tout à fait intéressante d'approfondir et de diversifier la relation qui nous lie à vous, chers adhérents de l'accord OETH. Alors, 6 dates d'ici la fin de l'année, notamment la prochaine date qui sera programmée avant l'été. On vous encourage à être attentif aux messages qu'on vous envoie et à la page d'actualité de notre site. Alors, puisqu'on parle d'actualité, évidemment, l'actualité dans vos établissements, elle a été marquée par le Covid, par l'épisode du Covid, et qui est évidemment toujours très importante dans nos établissements. Et nous avons choisi de nous y adapter et de proposer des dispositifs spécifiques. Là aussi, vous les avez sûrement vus. L'accord OETH a décidé de s'adapter et de s'adapter autour de plusieurs axes. Le premier point, c'est qu'on a voulu d'abord vous faciliter la vie. Vous faciliter la vie en vous répondant plus rapidement, en vous faisant davantage confiance dans cette période où vous avez 1000 choses à penser, où vous avez besoin aussi de certitude. Alors sur notre site OETH, peut-être vous l'avez-vous déjà repéré, nous avons lancé une plateforme spéciale Covid. Et en quelques mots, vous nous exposez votre besoin, pour peu qu'il soit inférieur à 2000 euros, et en 48 heures, on vous apporte une réponse. Donc, un axe vraiment de simplification. Le deuxième axe, c'est aussi que nous renforçons notre soutien, c'est-à-dire que nous savons très bien que cette période, elle est compliquée à plus d'un titre pour vous. Nous avons donc relevé nos taux de prise en charge sur tous les aménagements de postes de travail, en particulier pour les salariés qui sont nouvellement embauchés en CDI, où on peut financer jusqu'à 100% des dossiers. Nous sommes prêts aussi à intervenir pour financer des aménagements liés à la situation sanitaire du moment. Je pense en particulier aux situations de télétravail qui peuvent être particulièrement
adaptée pour des salariés qui ont des besoins particuliers et qui ont une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. On aura l'occasion, je pense, dans quelques semaines, peut-être à la rentrée, au-delà de ces mesures d'urgence, de revenir avec vous sur l'impact de cette crise sanitaire sur vos établissements, dans leur fonctionnement. Ça sera l'objet vraisemblablement d'un prochain webinaire à la rentrée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous sommes sur la question des restrictions médicales. Et je vois déjà Marie-Laure qui me fait les gros yeux à l'idée que je puisse être trop long. Et donc, je lui cède la parole. Je vous cède la parole à vous, Marie-Laure, ainsi qu'à vos deux invités, Caroline Vandenbroek et Christine Garcia d'Ostra, que j'en profite pour remercier. À vous et bon webinaire. Merci pour cette introduction, Pierre-Marie. Alors, la première question qu'on peut se poser, évidemment, c'est qu'est-ce qu'une restriction médicale? Pourquoi sommes-nous là à vouloir en discuter? Eh bien, parce qu'une restriction médicale, finalement, c'est une obligation à faire autrement, mais c'est peut-être aussi une opportunité de faire autrement. Donc, on va en discuter, en échanger avec nos invités, que je remercie évidemment également d'être là. Une restriction médicale, c'est aussi une inaptitude potentielle à venir. Donc, c'est la raison pour laquelle on se dit qu'il faut vraiment se donner les moyens de la considérer comme telle et de pouvoir s'engager dans une réflexion collective. Mais souvent, quand la restriction médicale arrive, elle est considérée par l'employeur comme une épine dans le rouage de l'organisation définie. Qu'est-ce qu'on en fait de cette restriction, comment on la traite? Est-ce que ça nous embête un peu, beaucoup, passionnément? Quand on vous a envoyé le sondage pour savoir un petit peu comment ça se passe chez vous, on vous a demandé mais comment vous l'appliquez, la restriction médicale? Est-ce que vous l'appliquez tout le temps? Est-ce que vous l'appliquez quand c'est possible ou jamais? Donc voilà, la majorité d'entre vous, vous nous avez répondu, mais on fait comme on peut quand c'est possible. Donc évidemment, le quand c'est possible, c'est en lien direct avec des enjeux terrain, comme vous pouvez le noter. Mais bon, on doit aller au-delà de ça. On devrait se dire finalement, eh bien, la restriction médicale, on va l'appliquer tout le temps. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est là pour échanger sur la question et puis vous donner des pistes pour pouvoir améliorer les choses auprès de vos structures. Alors, je pose la question à Caroline Vandenbroek et Christelle Garcia. À quoi sert une restriction médicale? Alors, bonjour à tous, je me présente donc Dr Vandenbroek chez Ostra, qui est un service de santé au travail. À quoi sert la restriction médicale? La restriction médicale vise à écarter les situations de travail qui sont délétères pour la santé du salarié. Elle permet ainsi au salarié de pouvoir reprendre son poste, même s'il n'est pas en capacité de le reprendre dans les conditions habituelles. Il permet donc une reprise dans de meilleures conditions pour ensuite pouvoir se réadapter plus vite et reprendre donc un travail de façon plus facile, je dirais. La restriction médicale donc, est définie en fonction des risques professionnels auxquels est exposé le salarié, de son état de santé, c'est-à-dire que le médecin du travail prend en compte les antécédents, l'examen clinique, les examens complémentaires et tous les comptes rendus d'avis médicaux, ainsi que les traitements qui sont en cours. Il prend en compte le poste de travail, bien sûr, qu'il connaît soit par ses propres connaissances, parce que le médecin du travail a un peu une idée des différents postes de travail. Il en prend connaissance aussi par les fiches d'entreprise, les études de poste qui ont été réalisées par l'équipe pluridisciplinaire, le document unique réalisé par l'employeur, et aussi par les échanges qu'il a pu avoir, soit avec l'employeur, soit avec les autres salariés, lors d'autres visites. Une restriction médicale, ça peut concerner autant les horaires de travail que certaines postures à éviter, ou encore des contre-indications médicales à un port de charge. La restriction doit être précise et elle peut éventuellement être limitée dans le temps, selon l'état de santé du salarié. En principe, une restriction ne peut être posée sans qu'il y ait auparavant un échange avec l'employeur. Ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, il n'est pas toujours évident d'avoir un contact au moment où on a le salarié en face de soi, bien sûr. Parce que bien sûr, le contact est peut-être occupé ailleurs.
Alors, une question, excusez-moi, je me permets de vous couper, je me fais un petit peu l'avocat du diable des établissements qui nous écoutent. Est-ce que si on n'a pas échangé avec l'employeur, on peut se dire en tant que médecin du travail, eh bien non, je ne pose pas la restriction? Est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on fait en fonction d'un contexte particulier? Alors, on est obligé de faire une restriction médicale avec le salarié, devant le salarié, puisqu'il doit partir avec son avis d'aptitude ou son attestation. Donc, le salarié doit repartir automatiquement avec un papier. Donc, le médecin n'a pas le choix, il est obligé de donner sa restriction médicale avant le départ du salarié. Du coup, ce que nous faisons, c'est que nous écrivons un mail, dans ces cas-là à l'employeur, où on lui laisse un message sur le répondeur, en lui expliquant l'aménagement de poste. Ensuite, vous allez me dire, mais que fait l'employeur s'il se rend compte qu'il ne peut pas suivre la restriction médicale? Alors, je vous coupe encore un instant, excusez-moi. Pour les participants, moi, je pose des questions, mais vous aussi, vous pouvez en poser. Hein. Vous avez un petit encart normalement, n'hésitez pas à poser des questions. Allez-y, je vous en prie. Donc, si l'employeur ne peut appliquer l'avis du médecin du travail, s'il se rend compte qu'il ne peut pas le faire, il doit lui écrire par écrit. Il doit vraiment lui écrire pourquoi il ne peut pas ménager le poste tel que préconisé par le médecin du travail. Voilà. Et dans ces cas-là, il sera obligé de demander une nouvelle visite. Et cette fois-ci, on essaiera d'avoir un échange oral avec l'employeur pour voir ce qui est possible de faire. D'accord. Normalement, si l'employeur ne se manifeste pas, il doit donc suivre les préconisations du médecin du travail. Il est dans l'obligation de les suivre. Voilà. Je pense que le médecin, responsable du salarié doit être automatiquement informé de ces restrictions. Parce que souvent, la restriction arrive au service RH, mais quelquefois, elle a du mal un peu à descendre. Ce n'est pas compréhensif parce que le salarié dit moi je ne peux pas le faire et le responsable lui dit si tu dois le faire, c'est normal. Alors là vous touchez du doigt j'allais dire un défaut d'organisation assez intéressant puisque c'est souvent ce qu'on se dit et c'était une des questions du sondage qu'on vous communiquera dans le retour de ce webinaire. À qui est transmise la restriction médicale et du coup qui la traite? Donc ça fait vraiment partie d'une méthodologie d'anticipation de se dire par qui va être prise en charge cette restriction, comment est organisée la structure, qui va réfléchir autour de la restriction. Est-ce qu'il s'agit du médecin du travail et du RH uniquement ou est-ce qu'on met d'autres personnes autour de la table? Et dans ce cas-là, qui? Alors le médecin du travail ne veut pas appeler tous les contacts de l'entreprise. Donc normalement, nous avons sur le logiciel un contact référent de l'entreprise auquel nous demandons à chaque entreprise de nous donner ce contact, une personne avec un numéro de téléphone et un mail que l'on puisse contacter justement en cas d'aménagement de poste. Après, ce sera à cette personne de transmettre ensuite les informations à qui de droit. Voilà, donc Madame Hernandez là, qui pose la question, le médecin du travail doit-il automatiquement en informer en plus de la direction le référent handicap? Vous venez d'entendre la réponse de Madame Van der Broek sur le sujet. Après, ça relève effectivement de votre organisation en interne. C'est à vous, par une méthodologie donc, anticipée, de définir qui va partager cette information et pour quel motif. Une autre personne nous demande quel délai pour appliquer la restriction. À partir du moment où la restriction est écrite sur l'attestation ou l'avis d'aptitude, elle doit être appliquée. Donc il n'y a pas de délai en fait. Très bien. Voilà. Je sais que c'est pas évident, mais le salarié est en droit de demander est-ce que cela se fasse tout de suite. Très bien. Christelle Garcia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Qu'effectivement, ce type de situation est en général inconfortable pour tous, qu'on soit salarié, qu'on soit employeur, même le collectif de travail, puisque le but, c'est que la restriction puisse être anticipée. C'est d'ailleurs le but de notre webinaire ce jour. On en parlera dans la question 2, mais pour anticiper les restrictions, il faut pouvoir réfléchir en amont différemment le travail et donc les conditions dans lesquelles il est exercé par le biais d'aides techniques, de recomposition de tâches. C'est ce qu'on appelle chez nous la prévention primaire, donc pouvoir détecter, pouvoir repérer le plus précocement possible
les risques professionnels pour pouvoir mettre en place des solutions et optimiser nos conditions de travail pour faire en sorte que les restrictions deviennent à la marge et puissent justement être travaillées en amont pour correspondre et à l'organisation du travail et aux conditions de travail et n'impactent pas ou du moins de façon très ponctuelle le collectif de travail. Dans cette organisation et quand la restriction doit être posée, est-ce que vous avez possibilité ou est-ce que vous avez déjà des procédures de mise en place avec des acteurs terrain tels que le Cap Emploi ou la CARSAT? Est-ce qu'il y a des liens qui se font entre le SAF Santé au Travail et ces deux acteurs Oui, bien sûr, on peut peut-être à ce moment-là passer le hyposter, Marie-Laure, puisque ça nous permettra de schématiser un peu l'accompagnement. On anticipe un peu sur les questions suivantes, mais vu que vous posez la question maintenant, nous allons y répondre. Oui. Voilà, c'est la spontanéité, mais alors la spontanéité, ça veut dire être en capacité technique de faire les choses. Et là, j'ai un léger. C'est bon, c'est ça? C'est ça. C'est bien ça. C'est ça. Est-ce que tous les participants le visualisent? Donc en fait, au sein d'Ostra, nous repérons un salarié en difficulté de santé-travail. La porte d'entrée, c'est le médecin du travail. Mais avant le médecin du travail, pour être informé que le salarié est en difficulté de santé, notre premier contact, c'est l'entreprise, puisque le médecin du travail n'est malheureusement pas informé en direct des personnes qui sont en arrêt. Pourquoi? Puisque le salarié adresse son arrêt de travail à l'employeur et à l'assurance maladie. Donc si l'entreprise ne signifie pas au médecin du travail, ne signale pas ses salariés en arrêt auprès du médecin du travail, il n'a pas possibilité de leur adresser un courrier de mise à disposition pour qu'ils puissent venir le rencontrer, notamment dans le cadre des visites de pré-reprise. Visite donc à l'initiative du salarié durant l'arrêt de travail qui permet justement d'anticiper la reprise, de réfléchir aux conditions de retour en emploi dans les meilleures conditions. Donc lorsque l'équipe santé-travail repère un salarié en difficulté de santé, soit parce que l'employeur a évoqué sa situation avec le médecin du travail alors que le salarié est toujours en poste, ou alors lorsque le médecin du travail a pu obtenir l'information de l'entreprise comme quoi que le salarié est en arrêt, il peut se mettre à sa disposition par les visites de pré-reprise. Et si le salarié contacte son médecin du travail et programme cette visite de pré-reprise, le médecin du travail va pouvoir donc diagnostiquer sa situation, c'est-à-dire lui proposer d'initier un accompagnement dès l'arrêt de travail. Et cet accompagnement donc est schématisé sur le petit slide qui est projeté actuellement. C'est-à-dire qu'on va réaliser un bilan un peu systémique de la situation de la personne, donc un bilan médico-socio-professionnel, puisque le médecin du travail est en lien avec les professionnels internes et externes du domaine médical, c'est-à-dire les médecins traitants, les spécialistes, les rééducateurs. Le but, c'est de pouvoir réaliser un bilan médical, c'est-à-dire un point sur l'état de santé, son évolution et les capacités mobilisables du salarié. Au décours de ce bilan, va être réalisé un point sur sa situation sociale, sa situation administrative, financière, ses droits, en lien avec des travailleurs sociaux internes ou externes au service de santé au travail. Ça peut être des assistants sociaux, par exemple, de la CRAMIF, de la CARSAT, de l'entreprise ou autre. Et un point est réalisé au niveau de la situation professionnelle, donc un point sur le parcours professionnel du salarié, son projet de vie, éventuellement les projets professionnels qui lui sont médicalement accessibles. Ce bilan peut se faire notamment avec les conseillers maintien en emploi des services de santé au travail ou les assistantes sociales des services de santé au travail ou avec des professionnels autres, donc de l'entreprise, par exemple des référents handicap, le Cap Emploi ou autres. Donc ce bilan médico-socio-professionnel peut être fait en interne du service de santé au travail ou en lien avec des professionnels externes au service de santé, donc professionnels de l'entreprise ou d'institutions. Ces trois bilans nous permettent de détecter s'il y a des freins qui peuvent empêcher la projection de la personne vers l'avenir et donc de pouvoir rechercher des solutions réalistes et réalisables en fonction de sa santé, de sa situation socio-professionnelle. Les solutions vont être multiples et variées, c'est-à-dire qu'on va plutôt envisager des solutions de maintien en emploi
c'est-à-dire qu'on va réfléchir à la fois sur les possibilités internes ou externes à l'entreprise. La première des options qu'on va pouvoir travailler est d'abord le poste initial, c'est-à-dire est-ce qu'on peut l'aménager, si oui techniquement, organisationnellement, en lien bien évidemment avec l'activité, les conditions de travail, l'organisation de travail de l'entreprise. Ça peut être aussi des recherches de reclassement interne, donc sur des postes existants au sein de l'entreprise, ou possiblement des créations de postes. On va réfléchir si le maintien au poste ou le reclassement dans l'entreprise n'est pas possible. On va continuer à réfléchir avec le salarié sur des possibilités de reclassement hors entreprise ou de la reconversion professionnelle ou des créations d'activités. Et lorsque le maintien n'est pas du tout envisageable pour diverses raisons, médicales, sociales ou autres, on va réfléchir avec le salarié plutôt sur des solutions sociales alternatives, l'invalidité, retraite progressive ou autre. Le but derrière, c'est de mettre en œuvre ces solutions, donc qui auront été travaillées en lien avec l'équipe pluridisciplinaire du service de santé, l'entreprise, le collectif de travail, les partenaires du maintien en emploi. Et sa mise en œuvre va pouvoir nécessiter parfois de la mobilisation d'aides techniques, humaines ou financières, donc en lien avec les maisons départementales des personnes handicapées, avec l'assurance maladie, avec les Cap Emploi, avec les organismes de droit commun et spécifiques handicap. Voilà, donc c'est une méthodologie qu'on applique au sein des services de santé au travail, mais qui peut tout à fait être appliquée par les entreprises en lien avec leurs référents handicap. Vous verrez effectivement que c'est une méthodologie qui peut se retrouver dans les commissions de retour en emploi ou les commissions maintien en emploi ou les cellules de maintien en emploi. Elles ont des noms différents au sein des entreprises qui nécessitent effectivement des réunions assez régulières entre direction, IRP, médecins du travail pour discuter des situations de salariés en difficulté de santé et pouvoir réfléchir en amont aux solutions à mettre en œuvre. Merci pour toutes ces informations. En effet, ce que vous expliquez, la méthodologie que vous préconisez, elle laisse l'espace pour réfléchir en fait. Elle laisse le temps pour se dire, ben voilà, on a une restriction, ce qui veut dire qu'on a un signal d'alerte. Que fait-on de ce signal? Et on se donne le temps de réfléchir de manière très globale, puisqu'on prend en compte le contexte général du salarié, pas que du point de vue de professionnel, pour se dire, ben voilà, dans quelle direction peut-on aller compte tenu de ces restrictions. Et ce que vous disiez est tout à fait juste, à savoir que cette méthodologie, ou une méthodologie plus ou moins similaire, peut s'appliquer au sein même des établissements avec le collectif de travail, y compris les représentants du personnel, et puis le Cap Emploi aussi qui peut... Je vous coupe juste Marie-Laure, parce que je vois des participants qui me disent oui, sur le slide c'est marqué SAMET et non Cap Emploi. Pourquoi? Parce qu'en fait la projection que vous avez à l'écran, c'est un e-poster qui avait été communiqué et c'était bien évidemment avant que les... Voilà. Mais SAMET s'appelle Cap Emploi. C'est pour ça que j'utilise le mot Cap Emploi à l'oral, mais effectivement sur le slide, il est noté SAMET. Bien vu. Oui, pour ôter tout doute, en effet, les services SAMET ont rejoint le service Cap Emploi Insertion et maintenant tout est sous la même enseigne. Là, je reviens juste sur un des outils dont vous avez parlé, qui est la visite de pré-reprise, qui est quand même un outil d'anticipation majeur et qui à la fois est un outil évidemment pour le service santé au travail et puis pour le salarié en tant que tel, mais qui est un outil de réflexion commune au sein des structures. C'est-à-dire qu'on peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que tous nos salariés sont au courant de ce qu'est la visite de pré-reprise? Comment on la mobilise? Qu'est-ce qu'on en fait en tant qu'employeur quand on a eu l'information? Comment on peut rester en contact avec ses salariés pendant l'arrêt? Évidemment, on ne va pas malheureusement avoir le temps de répondre à ces questions ici et maintenant, mais ça me fait une transition pour conclure avec cette première question, parce que je vois déjà l'heure et on s'était dit que notre crainte, c'était qu'on soit bavarde. Bon, là, c'est signé. Alors, attendez, je me suis perdue. Où est-ce que j'en suis? Hop, hop. Voilà. Vous voyez l'écran toujours, hein? Oui. Donc, pour conclure, à quoi sert une restriction médicale? Eh bien, comme vous le voyez, donc, une restriction médicale n'est pas une interdiction à faire, mais une obligation à faire autrement et avec sécurité. Alors, pour vous donner quand même un exemple et puis rappeler qu'OETH peut intervenir sur ces situations pour donner des moyens en plus. Je me souviens d'une infirmière qui avait des problèmes visuels assez importants
Et donc, il y avait l'interdiction, enfin, qu'ils ne pouvaient plus remplir ces piluliers. Donc, une solution momentanée a été trouvée, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié d'une aide humaine pour pouvoir réaliser certaines tâches qu'elle n'était plus à même de réaliser, et également d'un bilan pour pouvoir se réorienter. Donc, ces outils-là, ce sont des outils de réponse à la restriction médicale et qui peuvent être plus facilement mobilisables si le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi, puisque vous pouvez du coup obtenir des aides d'OETH en plus. Et puis la deuxième mention qu'on va retenir de ce qu'on vient de se dire, c'est qu'il y a une réelle nécessité que l'ensemble des N+1, des cadres dirigeants soient sensibilisés à l'importance d'une restriction à appliquer et applicable. Donc, ce qui suppose qu'il y ait une communication autour de la restriction, et de se dire, on a besoin d'une vraie méthode pour se dire qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit une restriction, à qui on la transmet et comment on en parle et avec qui on en parle, y compris avec les acteurs externes dont on vient de parler, le Cap Emploi, la CARSAT, évidemment le service santé au travail, ça va sans dire, y compris les représentants du personnel, comment les associer à ce premier signal d'alerte, qui est un signal fort dans l'anticipation des risques. On passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est un petit peu pour répondre à ce qu'on vit souvent, nous, en tant que conseillers au ETH. Souvent, les employeurs nous appellent et nous disent, bon, voilà, là, on a une situation où ça fait plusieurs mois que le salarié est aidé par ses collègues parce qu'il a une restriction, on n'a pas trop le temps, on ne sait pas bien comment faire, donc, eh bien, on réagit dans l'urgence. Et ce qu'on veut, justement, si on veut se donner le temps d'anticiper, c'est de ne plus avoir ces réactions dans l'urgence, ou en tout cas de les diminuer fortement. Donc, mesdames, quels seraient vos conseils pour anticiper et ne pas céder à la réaction? Il y a d'abord deux choses. La première chose dont vous en avez parlé, c'est la visite de pré-reprise, qui nous permet comme ça de prévoir l'aménagement qui sera à mettre en œuvre et de prendre le temps d'en discuter avec l'employeur. Il me semble que c'est vraiment la première chose à faire. L'autre chose, c'est qu'on sait que dans les milieux des soignants, il y a quand même un certain nombre d'accidents de travail et d'arrêts maladie. On sait aussi qu'il y a une forte proportion d'aménagement de poste, nous le constatons régulièrement. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire au sein des équipes et de voir comment on peut anticiper tous ces aménagements de poste, sachant que la majorité des aménagements de poste, c'est soit l'aménagement d'horaire, soit la restriction de port de charge, soit la contre-indication à faire des gestes répétitifs de type flexion du dos. Donc, voilà. Donc il me semble important justement d'anticiper tout ça. Mais la première chose à faire, c'est la prévention primaire, bien sûr, et éviter la dégradation de l'état de santé de ces salariés. Alors, comment effectivement mettre en place une démarche de prévention primaire, puisque je rebondis sur ce que dit Caroline, toute action de prévention va débuter par l'évaluation des risques professionnels, ce qu'on appelle nous la prévention primaire, qui va consister à repérer et diminuer les risques avant l'apparition d'éventuelles conséquences sur la santé. C'est la prévention qui va être la plus efficace, parce qu'elle va reposer sur la maîtrise des risques professionnels, dont l'évaluation est consignée dans le document unique d'évaluation des risques. Donc c'est vraiment la porte d'entrée pour commencer à réfléchir sur les conditions de travail, sur comment les optimiser, sur comment organiser ou réorganiser le travail pour limiter au maximum les atteintes sur la santé, voire les éliminer. Alors, quelques actions qui peuvent contribuer à la prévention primaire et donc à la prévention de la désinsertion professionnelle et à la prévention du vieillissement des salariés, qu'ils soient reconnus travailleurs handicapés ou non. C'est optimiser les conditions de travail et l'organisation. Ça peut être évaluer la pénibilité des postes. Ça peut être en réduire ou en limiter les causes. Ça peut aussi passer par l'ajustement des process et des lieux de travail, ou distribuer et ou répartir des tâches entre travailleurs. Mettre en place donc une stratégie de prévention et d'évaluation efficace des risques, donc par le biais du document unique à mettre à jour annuellement. Ça peut être aussi promouvoir la santé par des actions de sensibilisation ou faire évoluer les salariés tout au long de leur carrière. Voilà, ça c'est un petit panel d'actions qui peuvent contribuer. Le but c'est de pouvoir cumuler ces actions pour rendre la prévention primaire beaucoup plus efficace,
En matière de prévention secondaire et tertiaire, donc quand les risques pour la santé sont déjà apparus ou quand il est nécessaire de compenser la difficulté de santé par des aides techniques ou organisationnelles, il y a quelques signaux, quelques indicateurs à prendre en compte pour pouvoir agir. Les indicateurs notamment d'absentéisme, que ce soit les arrêts répétitifs ou de longue durée. Les déclarations d'accident de travail ou de maladie professionnelle, l'existence ou la connaissance d'une maladie chronique ou d'un handicap, la situation des dents non professionnelles, le nombre de visites en santé au travail. Voilà, ça peut être quelques indicateurs qui nous permettent de nous mettre en alerte pour pouvoir agir en matière de prévention. Et quelques exemples d'actions qui vont permettre l'anticipation et donc le fait que chacun puisse devenir acteur de sa situation médico-professionnelle. Ça peut être l'instauration de temps d'échange avec le médecin du travail, que ce soit sur la situation médico-professionnelle d'un salarié en difficulté, que ce soit sur les accidents de travail ou les maladies professionnelles récentes, ou sur un salarié qui est en arrêt de travail, afin que le médecin du travail ait connaissance de sa situation et puisse se mettre à disposition du salarié qui prendra la décision de revenir rencontrer le médecin durant son arrêt ou pas. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, le médecin du travail n'a pas connaissance des difficultés santé-travail des salariés de façon spontanée. Il n'en a connaissance que si le salarié vient le rencontrer en visite, quelle qu'elle soit, périodique, visite de reprise ou visite de pré-reprise ou visite occasionnelle à sa demande, ou alors par le fait que l'employeur puisse s'en ouvrir au médecin du travail. Il y a aussi la possibilité de mise en place de points réguliers entre les salariés et leurs responsables qui permettent vraiment d'être un bel outil de détection d'éventuelles difficultés santé-travail. Et si nécessaire, ça peut amener à proposer aux salariés de venir rencontrer le médecin du travail pour réfléchir tous ensemble à une solution, soit d'aménagement de poste, de reclassement interne ou autre solution si le maintien en entreprise n'est pas possible. Et pour faire le lien avec l'OETH, la nomination d'un référent handicap au sein de l'entreprise va fortement contribuer à instaurer et ou renforcer le travail collaboratif avec les acteurs internes et externes à l'entreprise, soit employeurs, salariés, représentants du personnel, Cap Emploi, services de santé, OETH, avec éventuellement la mise en place de comités de maintien ou de retour en emploi internes à l'entreprise qui va inclure direction, manager, représentants du personnel, médecin du travail, assistante sociale de l'entreprise, etc. Donc ça, ce sont les principales actions qui peuvent effectivement être menées et contribuer à anticiper les difficultés santé-travail ou à les prendre mieux en charge lorsqu'elles doivent malheureusement apparaître. Alors, je voulais revenir sur une question posée par un des participants qui soulève le fait que certains salariés puissent ne pas vouloir que leur situation personnelle soit exposée auprès d'un trop grand nombre de personnes. C'est le moment de dire qu'effectivement, dans cette méthodologie de concertation partagée, il y a aussi des précautions à prendre qui sont des précautions de confidentialité, de se mettre d'accord avant toute organisation donc d'un collectif de maintien en emploi, si on pourrait l'appeler comme ça, pour se dire voilà quelles sont les informations qu'on partage, pourquoi on les partage, à quoi cela va-t-il servir, et évidemment que le salarié adhère, donc que l'on ait son consentement éclairé pour pouvoir bien échanger autour de la situation. On est toujours en train de réfléchir par rapport à un... Dans des retours d'expérience que nous avons, effectivement, il y a signature en général d'une charte par le salarié qui précise ce que vous venez de décrire, Marie-Laure, le fait, voilà, est-ce qu'il souhaite ou pas que sa situation puisse être évoquée dans ces comités de retour à l'emploi, quel type d'informations vont être discutées. En général, le type d'informations discutées vont être les aptitudes ou les restrictions du salarié, le secret médical bien évidemment sera respecté, et toute information personnelle le concernant pour lequel il n'aurait pas donné son accord. Après, bien évidemment, il peut prendre contact avec les personnes faisant partie de ce comité de retour à l'emploi pour que les éléments qui ne seraient pas nécessaires à la compréhension de sa situation par rapport à la recherche de solutions professionnelles puissent quand même être pris en charge dans un autre cadre que ce comité de retour à l'emploi. Je pense éventuellement à un salarié qui serait expulsé de son logement ou avec des difficultés familiales. Voilà, ce n'est pas forcément nécessaire d'en avoir connaissance dans le cadre de ces commissions retour à l'emploi,
emploi. Néanmoins, c'est très important que ces difficultés puissent être prises en charge par un assistant social interne ou externe à l'entreprise, parce que ça peut être un gros frein qui peut impacter sur la solution qui pourrait être réfléchie et mise en œuvre. Donc il faut d'abord lever les freins médicaux, d'abord lever les freins sociaux avant de pouvoir rechercher des solutions professionnelles efficaces. Sinon, toute l'énergie psychique du salarié risque d'être focalisée soit sur sa problématique sociale ou ses difficultés familiales ou financières et non pas sur leur reprise de travail et la recherche de solutions adéquates. Tout à fait. Je vous relais encore une question d'un participant. Parfois, les restrictions portent sur la nature même du poste. Exemple, station debout, port de charge pour C'est là où il y a comment faire? tout l'art de l'échange avec l'employeur. Je comprends que pour une aide-soignante, avoir une contre-indication à la station debout et au port de charge, ça commence à être un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Donc il ne faut pas hésiter à contacter le médecin du travail et à voir avec lui qu'est-ce qui est faisable ou pas. Et ensuite, il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est est-ce que c'est pour un temps limité ou est-ce que le médecin du travail estime que cela risque de durer un peu de temps. C'est pas tout à fait, on ne demande pas le même effort à l'employeur pour un aménagement très limité, sur une durée très limitée, et sur une durée qui va se prolonger. Dans ces cas-là, c'est sûr que personnellement, j'évite les restrictions médicales pour ce genre de poste. Je ne vois pas trop ce que l'employeur peut lui faire faire. Mais de l'autre côté, il faut savoir que ce qui va motiver la salariée, c'est justement la reprise du travail. Certains salariés, du coup, se réhabituent à leur travail et vont de mieux en mieux quand on les remet dans leur poste de travail. Alors que si on les laisse chez eux à attendre que ça aille mieux, quelquefois, ça ne fait qu'empirer les choses. C'est une façon aussi de les motiver psychologiquement aussi et physiquement. Le kiné ne suffit pas toujours à les remettre sur pied de façon correcte. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il y ait une évolution assez rapide, en effet, pour que l'employeur n'ait pas à en pâtir et encore moins les collègues. C'est pas la peine de créer des accidents de travail chez les collègues pour aider une aide-soignante qui n'est pas en capacité de réaliser son poste de travail. Donc il faut faire attention aussi au collectif. Oui, oui. Et Mmh. d'où, enfin alors là, je suis en train de, en même temps que je vous écoute, j'ai le mot temps qui me reste en tête parce que vous venez de parler du facteur temps. Et effectivement, hein, la restriction médicale et en tout cas le traitement de celle-ci et la réflexion commune qu'on peut avoir autour de la restriction, c'est en effet de se donner aussi le temps pour le salarié concerné d'accueillir ces informations, d'accueillir la possibilité que peut-être il pourra reprendre son poste dans certaines situations ou peut-être pas. Et du coup, voilà, d'avoir cette opportunité de réfléchir collectivement ou peut-être pas, parce que il arrive qu'on atteigne nos limites en tant que structure. Oui, je pense que j'ai compris. En fait, quelquefois psychologiquement, le salarié n'est pas prêt à entendre qu'il ne pourra pas reprendre son poste de travail. Il est quelquefois important justement qu'il soit confronté à la réalité et qu'il découvre par lui-même qu'il n'est pas en état de reprendre son poste de travail. C'est une façon un peu difficile, mais qui peut lui permettre comme ça de se rendre compte vraiment des choses et de prendre conscience de la réalité et du fait qu'il va falloir penser à un reclassement et rechercher un autre emploi. C'est pas toujours évident à accepter, il faut le dire. C'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre en place le plus précocement possible un accompagnement global de sa situation, donc médico-socio-professionnel, pour détecter tous ces freins et pouvoir l'aider à faire un travail de deuil, puisque parfois, effectivement, il n'y a plus de possibilité d'aménager le poste. On arrive au bout de ce qu'on peut faire. Il est vraiment nécessaire de réfléchir à un autre projet, interne ou externe à l'entreprise. Ça fait partie des rôles des services de santé au travail et de leurs cellules maintien en emploi interne, mais ça peut aussi être le rôle des AS-CARSAT ou AS-CRAMIF si vous êtes en Île-de-France, ou au Cap Emploi ou à d'autres structures internes à vos entreprises. Une dernière question de participants. Je suis désolée hein, pour les participants, je ne peux pas toutes les poser malheureusement et j'essaye de piocher comme je peux, mais on vous répondra ultérieurement, comme je l'ai dit
en amont de cette discussion. Si le handicap est invisible et en rapport avec des troubles de l'attention et de la concentration, comment je peux évaluer les restrictions? Si le handicap est invisible, il n'est peut-être pas invisible pour le médecin qui a quand même des examens à sa portée. Un médecin ne fait ses restrictions qu'avec un dossier médical ficelé, je dirais. Donc on a quand même, je ne fais pas de restrictions sur un salarié qui vient me voir pour me dire j'ai mal au dos, je ne peux plus porter de charge. Je demande toujours des radios, des IRM, des comptes rendus d'opération, des comptes rendus par de psychiatre si besoin, etc. Je ne fais pas une restriction médicale juste sur les dires d'un salarié. Donc si c'est invisible pour l'employeur, ça n'est pas pour le médecin. Il faut dire que 80% des handicaps sont invisibles. Là, en l'occurrence, la question porte sur les troubles de l'attention et de la concentration. Donc, comme le disait Caroline Van Den Broek, les troubles de l'attention, il va y avoir des examens complémentaires demandés par le médecin du travail en lien avec le médecin traitant de la personne, qui va permettre notamment d'accéder à des bilans neuropsychologiques ou des bilans cognitifs qui vont permettre au médecin du travail de pouvoir évaluer les capacités notamment psychiques et cognitives, et de voir si ces capacités psychiques et cognitives correspondent aux tâches que sont amenés à réaliser les salariés en question. Et si ce n'est pas le cas, de pouvoir sur les fiches médicales, pouvoir dire par exemple telle tâche ne sera possible que si elle est réalisée de telle manière, ou alors qu'il y a une restriction ou une contre-indication à telle tâche. Vous ne saurez jamais en gros pourquoi il y a restriction à cette tâche-là, mais néanmoins elle vous sera précisée et vous permettra, en lien avec le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire, de pouvoir l'appliquer. Et si ce n'est pas le cas, surtout, revenez vers le médecin du travail en motivant votre demande et en expliquant en quoi vos conditions de travail, votre organisation vous contraignent à ne pas pouvoir appliquer cet avis, pour que le médecin du travail puisse soit réévaluer son avis d'aptitude, soit pouvoir diligenter son équipe pluridisciplinaire, dont les conseillers maintien en emploi, dont les ergonomes, pour vous aider à la mise en œuvre de cette restriction. De plus, le médecin du travail peut très bien demander des examens complémentaires. Et puis pour... Parce qu'il faut savoir que pour les troubles de l'attention, on peut toujours demander aller voir un neuropsychologue, faire des bilans. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc si l'employeur nous informe qu'il y a un souci difficile, un trouble de l'attention, le médecin du travail peut toujours demander un bilan complémentaire. Donc, ce sera un petit peu long le temps d'avoir le rendez-vous, mais c'est tout à fait faisable. Après, il y a beaucoup d'outils. Là, malheureusement, on n'a pas le temps de tous les détailler, mais on a aussi les possibilités de mettre en place des effets encadrés. Ce sont des dispositifs de l'assurance maladie qui nous permettent, durant un arrêt de travail, de pouvoir tester les capacités du salarié à reprendre son poste initial, ou à nous permettre de réfléchir sur des solutions de reclassement durant l'arrêt de travail. Il y a possibilité aussi de mettre en place, mais tout ça demande de l'anticipation et donc de l'accompagnement pendant l'arrêt de travail ou en amont de l'arrêt, la mise en place de contrats de rééducation professionnelle en entreprise qui nous permet de pouvoir remettre le salarié en situation professionnelle avec une compensation financière pour l'employeur du fait de la baisse de rentabilité ou productivité qui peut en découler. Donc là, voilà. Peut-être l'occasion d'un prochain webinaire, Madame Pelter. Voilà, parce que là, j'allais vous dire, il est déjà 14h45, on n'a pas terminé, mais pour conclure là sur cet exemple et sur cette question, en fait, ce qu'on est en train de vous dire et d'illustrer, c'est qu'il existe un maximum d'outils, enfin, un maximum, en tout cas, beaucoup d'outils qui sont portés par différents acteurs et que l'objectif n'est pas de tous les connaître, mais plutôt de savoir vous entourer des personnes ressources qui pourront ensuite vous orienter vers les outils adéquats en fonction de la situation, puisque chaque situation est unique. Et c'est aussi l'intérêt de former un référent handicap dans son organisation, un ou des référents handicap. Donc là, je remets ma casquette conseiller au ETH, parce que vous l'avez dit, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles. Et ça, c'est la première chose à savoir, mais il y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles on peut être reconnu travailleur handicapé qu'on ignore, puisque c'est lié à un contexte. Et le fait de se doter d'une personne formée sur la question à l'intérieur de son organisation, eh bien, permet aussi d'anticiper ces situations à risque, puisque le ou les personnes qui vont acquérir la méthodologie pour pouvoir réfléchir sur la restriction médicale et la prévention des risques d'une manière plus générale vont être un outil
dont il serait dommage de se priver puisque c'est un outil d'anticipation, comme je viens de le dire. Alors, je suis un petit peu dépassée par les événements parce que je vois l'heure. On va passer directement, si vous en êtes d'accord, mesdames, à la question suivante. Là, je viens de faire la conclusion à l'oral. Alors, ça doit être la slide d'après. Je suis perdue. Alors, c'est pas celle-là non plus. Hop, voilà. Pour vous, c'est quoi une relation partenariale idéale avec un employeur? En quelques mots. Quelques mots. Oula. Alors, va falloir sélectionner les informations. Je pense qu'en fait, on partage le même constat par rapport à ce qui était remonté du sondage. Nous, sur le volet service de santé, donc c'est-à-dire la nécessité de contact, de partage en amont des décisions, c'est-à-dire être informé, sollicité en amont, par exemple des changements d'organisation ou des changements de conditions de travail, c'est avoir connaissance des interlocuteurs clés au sein de l'entreprise, que ce soit direction, RH, manager, référent handicap, CSE, c'est d'obtenir le signalement de salariés en difficulté de santé afin d'en évaluer l'impact et pouvoir définir conjointement un plan d'action. Donc voilà, ce qu'ont remonté les employeurs, c'est mieux communiquer avec son médecin du travail ou instaurer ou renforcer la communication. C'est exactement les mêmes constats effectivement qu'on fait de notre côté. Donc un seul mot pour résumer tout ça, communication, communication, communication. Anticipation. Voilà, on est d'accord. Caroline? Oui. Non, en effet, ce qui est important, c'est qu'il puisse y avoir un échange avec l'employeur. Je sais que ce n'est pas toujours évident parce que le médecin du travail n'est pas très disponible. Il a beaucoup de salariés en général, mais il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur l'équipe pluridisciplinaire, ce que fait le médecin du travail, et donc ne pas hésiter à demander un échange téléphonique avec le médecin du travail, tout simplement. Un rendez-vous téléphonique pour qu'il puisse y avoir un échange. Je sais que le médecin a énormément de visites à réaliser, donc de temps en temps, il oublie d'aller vers les entreprises. Mais c'est important aussi que les employeurs n'hésitent pas à prendre leur téléphone et à demander un rendez-vous téléphonique. Voilà. Après, il y a aussi les conseillers en prévention qui vont dans les entreprises, ou les assistantes sociales, ou les ergonomes, les psychologues, qui sont aussi autant de contacts. Le médecin travaillant en équipe pluridisciplinaire anime et coordonne cette équipe. Donc toutes les informations lui sont remontées. Il y a des staffs réguliers, donc il est quand même au courant de ce qui se passe dans les entreprises. Et ça lui permet ainsi de connaître. Même si l'employeur a l'impression que le médecin est loin, l'employeur a quand même, le médecin a quand même une connaissance de son entreprise. Voilà. C'est aussi un petit résumé que je voulais faire. Donc, autrement dit, une relation partenariale idéale, c'est avant tout, on l'a dit, une bonne communication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonne communication? C'est se dire qui fait quoi et pourquoi. Donc, c'est se doter d'une méthodologie qui va permettre de définir les rôles de chacun. Donc, quand on dit chacun, c'est à la fois le service en au travail, la direction, le manager, les représentants du personnel, le Cap emploi, la CARCET, qui fait quoi d'une manière générale et comment on intervient dès qu'on a connaissance d'une restriction, quelle va être notre méthodologie. Et cette méthodologie-là, elle peut être évidemment différente d'une structure à l'autre en fonction de sa taille, de son contexte, et puis aussi différente par rapport aux métiers qui sont présents dans les structures. C'est aussi se dire, on en parlait tout à l'heure, avoir une confidentialité partagée. Donc, quels sont les moyens qu'on met à disposition? Donc, des moyens de traçabilité. On parlait d'une charte, ça peut être une solution. En tout cas, se poser la question, le mettre en vigueur et le respecter, bien sûr. Et puis, avoir une connaissance mutuelle de nos organisations. C'est-à-dire, à la fois, il est évidemment important, on l'a dit, que le médecin du travail ait connaissance du poste et de la fiche de poste du salarié, parce qu'on n'est pas éducateur spécialisé de la même façon, par exemple, je ne sais pas moi, dans un FAM ou dans une masse, mais on n'est pas non plus face au même service en au travail. Le vôtre est particulièrement performant et bien doté, à une grande équipe pluridisciplinaire. Ce n'est pas forcément le cas de chacun, et c'est intéressant de savoir de qui
qui compose cette équipe, qui fait quoi, vers qui on peut se tourner si toutefois le médecin du travail n'est pas forcément joignable facilement. Est-ce qu'il y a un intermédiaire, un autre interlocuteur vers qui se tourner? Je vous propose, avant de conclure, pour ceux qui ne sont pas encore partis, de répondre à quelques questions dans le sondage à la fin. On vous avait proposé, voilà, si vous aviez des questions à poser à vos invités, eh bien mesdames, je vous laisse en choisir une chacune à laquelle vous souhaitez répondre. Et puis pour ceux qui sont encore en ligne, si vous avez, c'est la question de la dernière. J'ai vu un certain nombre de questions sur les pré-reprises. Voilà, je vais essayer de la relayer ensuite. Donc c'est vrai que le salarié en arrêt de travail est en suspension de son contrat. Ce qui veut dire que l'entreprise ne peut rien faire et le médecin du travail non plus. Donc vous allez me dire comment faire pour que le salarié ait envie de venir en visite de pré-reprise. Nous proposons souvent des flyers. Faut pas hésiter à faire de la promotion de la visite de pré-reprise auprès de tous les salariés. Ne pas hésiter à mettre des affiches, des flyers dans les salles de pause pour que les salariés connaissent la visite de pré-reprise et savent à quoi elle sert. Qu'ils aient bien vérifié qu'ils aient bien le nom du médecin du travail et ses coordonnées, que c'est à eux de faire cette démarche. Les médecins de la sécurité sociale sont amenés à proposer cette visite de pré-reprise aux personnes qui sont en arrêt depuis 3 mois, ainsi que les médecins traitants. Donc on va compter sur eux aussi pour faire de la promotion de cette visite. On propose aussi aux entreprises de mettre une petite lettre faisant un peu la promotion de cette visite quand elles envoient les bulletins de paye à leurs salariés qui sont en arrêt depuis plus de 3 mois. Voilà. Il y a aussi la... Oui. Alors, je vous coupe parce que c'est aussi ce qu'on préconise. Donc, côté conseil au ETH, quand un employeur nous appelle avec ce type de questions ou quand on est en formation référent handicap, ça fait partie des sujets que l'on traite, c'est-à-dire comment on fait pour informer les salariés de la visite de pré-reprise, mais d'une manière générale, comment on fait pour garder le contact avec les salariés pendant l'arrêt. C'est une vraie question de fond, puisque, alors je suis totalement d'accord avec vous qu'il y a plusieurs portes d'entrée, mais l'objectif, en tout cas, c'est ce que porte OETH comme message, c'est de se dire on va multiplier les portes d'entrée. Donc évidemment, ça va venir du Staff Santé au travail ou du Cap Emploi, mais aussi on va multiplier les moments où on va ouvrir cette porte d'entrée parce qu'un salarié qui ne recevrait qu'un flyer au moment du livret d'accueil quand il va intégrer l'entreprise ou qu'un flyer avec les vœux de bonne année, il va peut-être pas le retenir. En revanche, si 6 mois après, il est en difficulté et que là, on lui refait une communication. Je pense par contre qu'il est quand même important de l'informer, même quand il n'est pas malade. Voilà. Il n'aura pas l'impression d'être côté du doigt le jour où il le recevra avec son bulletin de paye si c'est en arrêt depuis plus de 3 mois. Il dira « Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé ». Exactement. C'est exactement la même raison pour laquelle on préconise à OETH d'avoir cette méthodologie de communication qui rentre en fait finalement dans la logique de la structure, dans la logique de l'entreprise pour se dire bah voilà, c'est un processus qui est porté par tous collectivement et qui fait finalement. Il y avait une question aussi concernant un salarié qui a des restrictions médicales sans avoir de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. La question est-ce que l'accompagnement sera le même? Oui, bien évidemment, un salarié en difficulté santé-travail n'est pas forcément reconnu travailleur handicapé ou de statut équivalent. Dans ces cas-là, nous l'accompagnons de la même façon. Nous avons présenté le petit schéma. C'est juste la mobilisation d'aide qui va être différente, qu'il ait ou pas le statut de travailleur handicapé. On a les aides de droit commun avec le compte personnel de formation, les validations des acquis de l'expérience. On peut avoir des financements des employeurs, pas forcément avec cofinancement au ETH. Donc oui, bien évidemment, on va accompagner le salarié en difficulté de santé, qu'il soit travailleur handicapé ou pas. C'est juste effectivement les solutions. La recherche de solutions va être les mêmes. Après, la façon de la mettre en œuvre et notamment la mobilisation des aides vont être différentes, soit plutôt de droit commun, soit plutôt droit commun plus spécifique handicap s'il a ce statut. Très bien.
Est-ce que parmi les questions que vous êtes en train de lire, mesdames, vous en voyez une dernière à laquelle vous voulez répondre ou est-ce qu'on... Comment maintenir le contact avec un salarié en arrêt de longue durée? C'est une très bonne question, parce que normalement, l'employeur ne doit pas prendre contact, en théorie, puisque le salarié est en suspension de contrat de travail. Après, c'est vrai que ça dépend des relations que l'on a avec le salarié, je dirais. Le salarié peut très mal le prendre, comme il peut très bien le prendre. Donc là, je ne pourrais pas répondre vraiment à la question. C'est vraiment une question de diplomatie. Alors, il y a plusieurs portes. Oui, pardon. Alors, oui, et puis alors après, oui, je dis ce que je voulais dire et puis je vous laisse la parole, Christelle Garcia. Ce qu'on constate à ETH pour accompagner un certain nombre d'établissements sur cette question qui est encore une fois importante dans l'anticipation, c'est de se dire déjà, l'objectif c'est que tout le monde ait accès à la même information et que tout le monde soit équité, puisque c'est déjà, à l'origine, la création de l'ETH, c'était ça, hein, c'était pour remettre tout le monde à l'équilibre. Donc cette philosophie perdure dans la réponse qui peut être faite sur ce sujet-là, et de se dire, si on reste, si l'entreprise se dit ou la structure se dit, nous on souhaite rester en contact avec notre salarié pendant l'arrêt, ça veut dire avec tous nos salariés, pour éviter justement ce que vous expliquez très bien, c'est ce genre d'écueil de se dire pourquoi l'employeur m'a contacté et pourquoi pas moi, enfin voilà, pour éviter de générer tout un tas de questions qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'on a bien autre chose à faire quand on s'occupe de restrictions médicales. Et donc, ça fait partie de la méthodologie, finalement, de se dire mais comment on va rester en contact avec nos salariés pendant l'arrêt, qui on pourrait associer. Alors, généralement, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'initiatives faites avec les instances représentatives du personnel, qui sont des soutiens vraiment importants à ce moment-là. Mais tout ça doit se réfléchir collectivement et une Oui, ce que je disais, en général, les salariés gardent pour la majorité d'entre eux contact avec une personne de l'entreprise, que ce soit le service paye, que ce soit le RH, que ce soit un représentant du personnel. Donc, à ce titre-là, vu que le salarié vient vers l'entreprise et donner de ses nouvelles, peut lui être passée cette information, comme quoi il peut bénéficier de la visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Il fera ensuite ou pas la démarche, mais en tout cas, cette information peut lui être passée du coup au moment le plus opportun. Parfois, ça peut être l'assistante sociale de l'entreprise qui peut se mettre à disposition aussi du salarié, puisque comme le disait Marie-Laure, parfois la porte d'entrée du salarié pour que le message puisse avoir un impact sur lui, c'est peut-être pas forcément le fait qu'il doit reprendre le travail et du coup rencontrer le médecin du travail pour voir dans quelles conditions cela va être possible, mais peut-être effectivement qu'à ce moment-là, son interrogation sera peut-être plus de l'ordre financier ou social, et peut-être qu'un courrier de mise à disposition de l'assistante sociale sera peut-être la porte d'entrée pour initier un accompagnement comme on l'a développé durant le webinaire. On a aussi le service social de la CRAMIF ou des CARSAT qui invite aussi les salariés en arrêt depuis plus de 60 jours à des réunions d'information qui va balayer un peu les droits et les obligations du salarié en arrêt, mais qui va permettre aussi d'associer les services de santé au travail pour pouvoir communiquer sur la visite de pré-reprise, sur les accompagnements possibles durant l'arrêt, soit par les CARSAT CRAMIF, soit par les services de santé au travail, ou soit par d'autres organismes comme l'OETH, comme la PASS BTP, comme le Cap Emploi. Voilà. Ça permet aux salariés de pouvoir savoir vers quel type d'institution il va pouvoir se retourner en fonction de la problématique qu'il rencontre. Très bien, merci. Il est 15 heures, ça fait déjà un petit moment qu'on a dépassé l'heure. Enfin, moi, personnellement, j'aimerais bien rester à discuter avec vous. Mais bon, je pense qu'on a tous une journée bien remplie et qu'il faut continuer de poursuivre. Avant de se quitter, je voulais juste rappeler qu'il y a un certain nombre de documents qui ont été demandés là pendant
pendant ce webinaire. Donc pour les référents handicap, vous en trouvez un certain nombre dans votre espace. Tous les documents qui ont été présentés durant le webinaire vous seront envoyés, y compris le sondage qui n'a pas été transmis, mais le sondage d'inscription. Et puis, je remercie évidemment les participants pour leur réactivité. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Cap Emploi aussi qui avaient participé, qui ont donné des réponses comme ça sur l'endroit là où on peut se poser des questions et obtenir des réponses. Donc merci à eux. Je rappelle que vous pouvez les contacter, ne serait-ce pour les employeurs qui ne les connaîtraient pas encore, pour savoir en fait quelle est leur offre de service tout simplement. Et puis voilà, merci beaucoup mesdames pour votre participation. Merci à vous pour votre invitation. Un peu frustrant effectivement de voir toutes ces questions, mais on reviendra vers Marie-Laure pour essayer d'y apporter des réponses. Et en tout cas, on peut se tenir aussi à votre disposition par le biais de Marie-Laure si des questions ultérieures devaient apparaître. Les supports, on n'hésitera pas aussi par le biais de Marie-Laure à vous envoyer des supports, puisqu'on a créé des petites fiches conseils qui sont directement accessibles sur le site Ostra, et donc quel que soit votre service de santé au travail, vous pouvez y accéder. Ce sont des petites fiches conseils. Par exemple, je suis employeur, j'ai des salariés en difficulté de santé au travail, comment agir. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on a pu évoquer cet après-midi. Donc n'hésitez pas à aller les consulter et à revenir vers nous si besoin. En tout cas, un grand merci parce que je vois que ça a été très interactif. Ça a suscité beaucoup de questions. Donc c'était un plaisir. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors je conclus, et là après c'est fini, c'est sûr, on arrête. Simplement pour reprendre les termes, j'ai vu un autre service au travail par le biais de Lucie Bertrand qui s'exprimait et qui disait finalement la politique handicap et pour donc favoriser l'anticipation, il faut faire vivre au jour le jour sa politique handicap et pas simplement sur des actions ponctuelles.